Bonjour à toutes et à tous, et puis un grand merci d'être présent aujourd'hui au MIAM, et puis merci beaucoup pour l'invitation. Je vais commencer par vous parler un peu des images que j'ai mises sur ma première diapo. Le quotidien d'une bonne partie de vos patients, et de consulter en ligne, j'imagine, n'est-ce pas? Comme sur ces images, ils cherchent et puis elles cherchent des réponses, des conseils. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer à l'instant qu'un de ces patients ou une de ces patientes tombe sur une vidéo de vous-même en ligne, une vidéo où vous critiquez un traitement standard validé, ou pire encore, où vous faites la promotion d'un remède miracle que vous n'avez absolument jamais approuvé. C'est choquant, n'est-ce pas? C'est potentiellement dévastateur pour votre réputation et plus grave encore pour la santé et la sécurité de vos patientes et vos patients. Et puis ce scénario n'est pas un concept lointain, c'est une réalité très probable aujourd'hui. Et puis c'est notre point de départ pour cette discussion. Comment soigner à l'ère du faux quand les deepfakes menacent nos vies et la confiance même dans notre système de santé? Pour comprendre l'ampleur du problème, je vous présente le docteur Jonathan Shaw. C'est une figure respectée, dit qu'il est directeur adjoint d'un institut majeur en Australie, un expert reconnu dans le traitement du diabète. Voyez son visage, son institution, tout respire la crédibilité. Il est l'incarnation de la confiance médicale. Mais cette confiance, cette figure d'autorité, a été détournée de manière insidieuse. Un jour, le docteur Shaw découvre avec choc une vidéo virale sur Facebook. Ce qui était choquant, ce n'était pas la vidéo en soi, mais le fait que c'était lui à l'écran, le visage, la voix, la gestuelle, et pourtant, ce n'était pas lui. Dans cette vidéo manipulée, le faux docteur Shaw critiquait ouvertement la metformine, un traitement essentiel pour le diabète de type 2, et promouvait un nouveau produit miracle pour stabiliser la glycémie en 24 heures. Alors, imaginez juste l'onde de choc. Les patients potentiellement trompés, des décennies de recherche et de pratiques médicales remises en question par une simple fabrication numérique. Le Dr Shaw a subi des risques légaux, financiers, réputationnels, et la vidéo n'a été retirée qu'après une longue bataille pour droit d'auteur, ce qui démontre aussi la lenteur de la riposte face à ces attaques. Et puis l'impact a été tellement grand que le Baker Institute, l'institution du Dr Shaw, a dû émettre un communiqué de presse d'urgence pour alerter le public. Ce n'était plus une simple blague en ligne, mais une attaque sérieuse à la santé publique et à la crédibilité d'une institution médicale majeure. Puis le problème des deepfakes dépasse l'individu. Il touche la réputation des organisations de santé et la confiance du public dans l'information médicale. Et puis, Dr. Shaw n'est pas le seul. On a vu plusieurs autres exemples, comme l'exemple de Michael Mosley, Hilary Jones, Rangan Chatterjee, qui sont des figures publiques connues aussi dans le monde anglophone. Et puis, leur visage, leur voix, leur manière ont été clonés. On les voit recommander des pilules miracles pour le diabète ou l'hypertension. Ils ont dénoncé, ils ont tenté de faire supprimer, mais les vidéos réapparaissaient encore et encore et encore et encore, et puis ça partait pas. Et puis, ce que ces vidéos volent, ce n'est pas juste une identité, c'est vraiment l'autorité médicale. Des personnes malveillantes utilisent l'image de vrais médecins pour vendre des produits douteux. Elles exploitent la confiance que les patients placent en vous. Et parfois, elles réussissent à convaincre une personne vulnérable de modifier un traitement réel sans supervision, sans suivi. Et puis c'est là que le deepfake devient une arme, une menace directe à la santé publique. Donc, pour bien comprendre un peu c'est quoi le deepfake et puis son origine, on va aller un peu en 2017. Donc, en 2017, c'était vraiment là où ça a commencé, le phénomène des deepfakes. Un utilisateur, pas la technologie, parce que la technologie, elle est déjà dans tout ce qui est entertainment et autres, mais vraiment comme l'approche deepfake. Un utilisateur de Reddit a publié une série de vidéos truquées qu'il a appelées deepfakes, comme le nom vraiment du compte. Et puis, c'est une contraction entre deep learning et fake. Donc, à l'origine, ces vidéos utilisaient des visages de célébrités collés sur des corps d'actrices pornographiques. Et puis, c'était déjà problématique, mais ce n'était que le début. Et depuis ce temps-là, les deepfakes ont évolué énormément. Et puis, vous voyez toute l'IA générative qui est autour de nous. Donc, aujourd'hui, un deepfake, c'est un faux si convaincant qu'on le croit vrai. Vous voyez une personne parler, vous entendez sa voix,
tout semble authentique. Et pourtant, elle n'a jamais dit ces mots, jamais fait ces gestes. Ces illusions sont générées par l'IA générative à partir, ou l'IA, comme différentes formes d'IA, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais à partir de vidéos, d'audio, de photos, de simples fragments de données. Et puis, on a vu passer le World Economic Forum avec les risques, les prochains risques pour vraiment mondiaux. Et puis, ils ont classé la mésinformation et la désinformation, surtout celle qui est alimentée par l'IA, de façon non éthique, comme le premier risque mondial pour les prochaines 2 années, et puis le cinquième dans les prochaines 10 années. Donc, vous pouvez imaginer l'ampleur de ce risque-là, surtout quand il est alimenté par l'IA. Et puis, pour mieux encore comprendre l'enjeu des deepfakes, il faut spécifier un peu notre vocabulaire parce qu'on le voit comme un peu mélangé dans les différents partages. C'est très important de comprendre que quand on parle de mésinformation, c'est quand on partage une fausse info, mais sans le savoir. Donc, il se peut qu'on tombe sur quelque chose de faux, mais on ne sait pas, et puis on le partage, donc de bonne foi. Donc, il n'y a pas vraiment une intention de malveillance derrière. La malinformation, c'est quand on partage des faits réels, mais avec l'intention de nuire. Donc, on veut faire du mal, par exemple en divulguant des infos privées. Et puis, la désinformation, qui est au cœur de la menace des deepfakes, c'est une information fausse, fabriquée, partagée intentionnellement dans le but de tromper, de manipuler, de nuire. Donc, les deepfakes sont des outils de désinformation par excellence, car ils fabriquent des faits qui n'existent pas. Et puis, là, je vais sortir un peu du monde de santé pour vous dire que on est entouré par un monde où, là, présentement, on vit dans un monde où l'adage, il faut le voir et l'entendre pour le croire, ne s'applique plus. Pensez-y. Aujourd'hui, de simples applications peuvent, par exemple, déshabiller une personne avec l'IA. Et puis, on a vu plein de cas dans les écoles. Un autre exemple, un directeur d'école qui a failli perdre son emploi à cause d'un faux audio raciste créé par un employé. Greta Thunberg, que on connaît bien, on l'a vue dans une fausse vidéo faisant la promotion pour des grenades véganes et des missiles biodégradables. Donc, je sais, c'est absurde, mais ça sème le doute. Des deepfakes de M. Trudeau ont été créés aussi pour promouvoir de faux investissements. Et puis, malheureusement, un grand nombre de personnes sont tombées dans le piège, perdant ainsi leur économie. Et tout récemment, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, un deepfake de M. Carney, notre Premier ministre, qui a circulé annonçant le retrait progressif des anciens véhicules. Donc, on voit dans vraiment différents contextes que cette désinformation alimentée par l'IA est utilisée. Je vous partage un exemple aussi majeur qui s'est passé à Hong Kong, pardon, à Hong Kong, où une employée a transféré 25 millions de dollars. Elle croyait être en visioconférence, en direct avec son PDG et d'autres supérieurs. Mais c'était un piège. Les voix étaient clonées, les visages falsifiés, une arnaque d'effet qui a coûté une fortune, et puis c'est la confiance humaine exploitée à grande échelle. Alors, vous savez, là, on se rencontre souvent sur Teams, sur Zoom, ainsi de suite. Être déféqué live, en direct, maintenant, c'est réel. Après, autre que l'arnaque de Hong Kong, si on parle de cas qui touchent encore plus, nous touchent encore plus personnellement, il y a l'IA qui s'attaque à la confiance familiale. Et puis, quand je parle d'IA, c'est vraiment l'utilisation non éthique de l'IA qui s'attaque à la confiance familiale. Les fraudeurs, aujourd'hui, utilisent des voix clonées par IA pour imiter nos enfants, petits-enfants. Ils appellent, créent une panique. J'ai eu un accident, j'ai été arrêté ou d'autres choses, et puis demandent de l'argent d'urgence. Nos aînés sont particulièrement ciblés. C'est terrible, mais ils sont souvent plus vulnérables, moins habitués peut-être à la technologie ou bien comme connaissants du fait que les deepfakes existent. Euh, et puis aussi, ils sont comme il y a une chance d'être plus émotif quand il s'agit de leurs proches. Entendre la voix d'un petit enfant en détresse, c'est énormément puissant. Et puis, on a vu ici au Québec, il y a plein d'alertes de fraude grands-parents qui circulent. Donc, si on revient en santé, ce phénomène prend une tournure encore plus critique. Pourquoi? Parce que en santé, la confiance, comme vous le savez bien, est une condition du soin. Quand quelqu'un en blouse blanche parle, on l'écoute. Quand une vidéo nous dit voici ce que recommande le docteur ou le professionnel de santé ou on y croit.
Mais si cette voix, ce visage, ce conseil est faux, alors ce n'est plus seulement un problème de vérité, c'est une menace directe pour la sécurité médicale, pour la relation soignant-soigné et pour le système de santé dans son ensemble. Et puis ça devient de plus en plus concret et dangereux. Il y a eu un article de The Conversation qui est sorti récemment qui parle des deepfakes, comment ça inonde déjà les arnaques médicales. Il y a des fraudeurs qui copient la voix et l'image des médecins. Et puis le but, c'est nous vendre de faux produits, comme j'ai mentionné tantôt, miracles ou voler nos données de santé. Le gros problème, c'est que nous, et puis là je parle de moi, je fais partie des patients, avons du mal à voir parfois la différence. Et ça détruit la confiance en la santé. Plus concret encore, sur des plateformes comme TikTok, nous voyons déjà des avatars deepfake qui se font passer pour des médecins ou des professionnels de santé. Ils nous vendent de faux traitements, encore une fois, de faux conseils santé. Ils jouent sur notre confiance naturelle envers les vrais professionnels. Et oui, plusieurs de faux comptes ont déjà été repérés et signalés, mais d'autres non. Donc, c'est extrêmement grave car ça expose les gens à des risques réels et directs pour leur santé. Et malheureusement, notre cyber-résilience collective, c'est-à-dire notre capacité à détecter et puis à résister à ces manipulations, n'est pas encore au niveau que les risques, au même niveau, pardon, que les risques. Donc, la technologie et la malveillance avancent plus vite que notre capacité à nous protéger. Et puis, ce sont des avatars, des pros de la santé qui n'existent pas. Ils parlent de façon très familière, parfois même provocante pour nous attirer et nous faire baisser nos gardes. Et puis, vous voyez ce compte, OK? Ce compte-là, moi, je suis sur TikTok, énormément sur TikTok parce que ça fait partie de ma recherche. Et puis, ce compte-là, je le suivais. Je suis tombée dans le piège je regardais les vidéos et puis je scrollais comme si c'était comme une autre vidéo professionnelle. Et puis j'ai découvert que c'était un fake en préparant la présentation pour le MIAM. Alors, vous pouvez imaginer, ça fait depuis 2019-2020 que je travaille sur les deepfakes. Je suis très consciente de leur existence et par contre, je suis tombée dans le piège. Puis le plus frappant, c'est que l'on voit les mêmes visages, les mêmes scripts recyclés sur plein de comptes et puis ça donne une fausse impression de crédibilité. Et le pire, ces vidéos sont faites automatiquement avec des applications comme Captions. Elles se multiplient à une vitesse folle. Donc, il n'y a pas des défis de, comment dirais-je, de production. Ça se produit très rapidement. Et puis, on a les deepfakes audio. Donc, on a parlé des vidéos. Il y a seulement vraiment comme quand on focus sur les audios. Il y a des voix clonées qui sont aussi une arme pour voler des accès, de l'argent ou des données médicales. Ces attaques jouent sur notre confiance. Encore une fois, c'est un faux appel urgent, une fausse autorité. On est manipulé. Et puis, les hôpitaux et cliniques sont très vulnérables. Et puis, pourquoi? Parce que, comme vous le savez très, très bien, les données que vous avez sont très précieuses et l'impact sur la vie des patients et patientes peut être énorme. Et c'est une menace directe sur le soin. Je vais pas détailler tous les exemples parce que même en préparant cette présentation, j'ai dû réduire. Je disais à Gaëlle, c'était un vrai défi de vraiment comme juste partager quelques exemples, mais je vous dis là, les exemples n'en finissent pas. L'autre zone de risque majeur, c'est la télémédecine et les assurances. Ici, les deepfakes permettent d'usurper l'identité de patients et patientes ou de professionnels lors de consultations à distance ou pour des réclamations d'assurance. Et puis encore une fois, en direct. Le but, c'est obtenir des faux soins, de fausses prescriptions, voler des données sensibles. Et puis, vous pouvez imaginer les autres aussi objectifs derrière ça. Donc, pensez à l'arnaque des 25 millions à Hong Kong. Donc, oui, quand je vous en parle, c'est en train de se passer, c'est vrai, là, on est là. Ces fraudes sont graves et puis elles exposent les patientes et puis les patients à des risques médicaux directs, facilitent le vol de leurs données et détruisent la confiance envers la télémédecine que moi, là, sincèrement, je crois fortement que c'est un service qui est hyper essentiel. Donc, si on commence à voir ces risques-là, comment on va se protéger? Donc, il faut vraiment comme garder ça en tête. Comment les deepfakes fonctionnent?
Donc, comment tout cela est possible? Comment ces faux contenus sont-ils créés avec un tel réalisme? Je vais parler un peu technique, mais ça va être vraiment comme très, très rapide. Pour comprendre comment ça marche, j'ai besoin que vous imaginez un duo un peu particulier. Un artiste très doué et un critique d'art extrêmement pointilleux. L'artiste essaie de créer l'œuvre la plus réaliste possible, une copie tellement parfaite qu'elle tromperait tout le monde. Et le critique, de son côté, essaye de détecter la moindre petite imperfection, le moindre faux pas. C'est exactement ça, comment ça fonctionne avec les réseaux antagonistes génératifs ou les GANs. Donc, ce sont deux intelligences artificielles qui s'affrontent. Une, le générateur, notre artiste, crée un faux contenu. Ça peut être un visage, une image, une voix. L'autre, le discriminateur, notre critique, tente de déterminer si ce contenu est réel ou faux. Et puis, ils s'entraînent mutuellement, encore et encore et encore et encore, à n'en plus finir. Vous savez, l'IA ne se fatigue pas, ne se fatigue pas. Donc, le générateur devient de plus en plus doué pour créer des faux indétectables et puis le discriminateur de plus en plus fin pour les repérer. C'est cette compétition intense qui pousse la technologie vers un réalisme absolument saisissant. Mais il y a aussi une autre technique clé qui est les autocodeurs variationnels ou VAE. Donc, pensez-vous un peu à un système qui apprend à compresser une information, par exemple, toutes les caractéristiques d'un visage ou les nuances d'une voix. On prend comme dans un format qui est très compact. Et puis après, ce même système va décompresser pour reconstruire l'image. Mais en la reconstruisant, il va pouvoir créer de nouvelles variations qui semblent tout à fait réelles, même si elles sont entièrement inventées. Donc, ça permet de générer des images, des vidéos, des sons avec une grande fluidité et un réalisme impressionnant sans forcément passer par les confrontations directes comme les GANs. Mais ces deux approches, les GANs et puis le VAE, sont les moteurs principaux derrière les créations des deepfakes que nous voyons aujourd'hui. Et puis, le problème, c'est que créer des deepfakes est devenu d'une facilité déconcertante. Ce n'est plus réservé aux experts. Aujourd'hui, c'est accessible à un large public, un très en fait large public, sans gros investissement. Il existe des outils gratuits et super performants comme Eleven Labs pour la voix ou Synthesia, ou maintenant on a vu sortir le VO3 de Google pour la vidéo. Donc, c'est accessible, ça coûte pas cher, c'est très user-friendly, donc on n'a pas besoin vraiment de programmation pour pouvoir créer ces vidéos et puis ces deepfakes. Puis les interfaces sont tellement simples à utiliser, même si vous n'avez aucune compétence technique, ça marche. Et puis ça marche sur n'importe quel ordinateur ou téléphone ou tablette, etc. Et pour les personnes qui aiment expérimenter ou les développeurs, les codes sont même disponibles en accès libre sur des plateformes comme GitHub. Donc, l'accès, il est hyper facile. Bref, créer un deepfake, c'est à la portée de presque n'importe qui, n'importe quand. Alors, on a parlé un peu de techno. Vous allez imaginer maintenant, OK, les personnes malveillantes qui vont utiliser toute cette techno-là qui est accessible, OK, l'IA générative, et puis qu'elle va y ajouter une connaissance des biais cognitifs, c'est-à-dire nos processus ou nos raccourcis de pensée, nos tendances naturelles à interpréter l'information d'une certaine manière. Là, ça devient puissant, extrêmement en fait, puissant et dangereux, surtout en santé. Puis je vais vous donner des exemples. Donc, imaginez le fraudeur qui va créer l'IA avec un faux médecin parfait. Ensuite, il va exploiter nos billets, par exemple le billet d'autorité. On fait plus facilement confiance à quelqu'un qui a l'air d'un expert. Ou bien si on prend le billet de confirmation. Si on croit déjà qu'un remède naturel est mieux qu'un médicament, on sera plus enclin à croire la vidéo d'IFE qui valide cette idée, même si c'est une arnaque. Ou bien le billet d'urgence. On agit vite quand on nous dit qu'il y a danger immédiat. On a vu énormément de désinformation lors de la COVID. Et puis, un traitement est vital. Il est disponible seulement maintenant. Ou l'effet de Dunning-Kruger, donc une personne qui a lu quelques articles en ligne peut croire comprend mieux un problème de santé qu'un professionnel. Elle sera donc plus ouverte au conseil d'un faux médecin, dit fake, qui prétend révéler la réalité ou la vérité que les médecins traditionnels cacheraient.
Donc, vous pouvez imaginer, et puis là, c'est juste quatre exemples de biais cognitifs, mais je vous dis, nous, on a accès à cette information, les personnes malveillantes aussi. Donc, ces personnes malveillantes combinent la capacité de l'IA à créer du faux avec la compréhension de nos modes de fonctionnement humains et de notre interprétation, et puis c'est la force de frappe maximale de la désinformation. Puis quand on parle des impacts et puis de l'utilisation, il y en a plein. OK, là, je partage d'habitude comme plusieurs des exemples, mais pour nous, là, j'avais focusé sur trois. Le premier qui est la perte de confiance et un déni de la science. Le deuxième, le faux souvenir. Il y a plein de recherches qui ont démontré que quand les personnes, et puis une recherche qui est sortie récemment du MIT, qui disait que les personnes qui voient des vidéos, ok, même si, ou bien des deepfakes, en sachant qu'elles sont fake, n'est-ce pas? On sait qu'elles ne sont pas réelles, mais à force de les voir, ok, ça crée un faux souvenir. Et puis après, ça devient comme une partie de nos souvenirs que quand on va réagir après sur d'autres, et puis prendre des décisions, ces informations, même si on savait qu'elles étaient fausses, elles deviennent de faux souvenirs. Donc, on se base sur ce qu'on croit qui fait partie de la réalité des choses. Donc, les faux souvenirs, c'est un danger énorme. Et puis, vous pouvez imaginer les deepfakes qui sont hyper virales, qui vraiment circulent et circulent et circulent. Qu'est-ce que ça peut donner? Et puis, l'incrédibilité par défaut, et puis ça aussi, c'est un danger énorme. Et puis, moi-même, je passe présentement à travers, c'est quand on commence de douter partout, de tout. Quand on doute de tout et puis on ne sait plus. Là, moi, quand je passe, surtout quand j'ai vu l'exemple, comme je vous ai dit, je suis tombée dans le piège. Peu importe maintenant l'exemple que je vois sur TikTok, il y a toujours la question, est-ce que c'est vrai? Donc, il y a toujours, c'est pas juste un esprit critique ou bien un questionnement critique, c'est comme un doute. Et puis, si on commence à douter même dans nos vrais professionnels, là, on est dans un vrai danger. Je vous partage aussi quelques exemples de recherches scientifiques récentes parce que le sujet, bien sûr, il est tellement comme, comment dirais-je, majeur que on a de la recherche scientifique qui tourne autour et puis qui essaie de l'explorer puis mieux comprendre le phénomène et puis des solutions aussi. Donc, cette étude, par exemple, elle a montré quelque chose qui est contre-intuitif. Les personnes qui sont très concernées par un sujet de santé, ok, celles qui devraient être les plus vigilantes, en fait, sont paradoxalement moins enclines à vérifier les faits après avoir vu un deepfake. Et puis pourquoi? D'après la recherche, ça dit que ces personnes ont une fausse impression de rigueur analytique. Elles se pensent tellement critiques, très attentives, mais c'est justement ce qui les rend plus vulnérables. Donc elles se disent, moi, je ne me ferai jamais avoir, et c'est ce qui les pousse vraiment à baisser leur garde. Un autre article ici, on voit comme on a vu les deepfakes usurper des identités, mais la menace va encore plus loin. Donc, imaginez qu'ils puissent manipuler directement vos images médicales, comme des scanners ou des IRM. Et puis, oui, à partir de la recherche, ça dit que c'est possible. Donc, des deepfakes peuvent ajouter ou supprimer des tumeurs sur ces clichés. Et le plus alarmant, c'est que d'après la recherche, des radiologues expérimentés peuvent être trompés par ces images falsifiées. Et puis des études ont montré que même informés de l'existence de ces deepfakes, ils avaient du mal à les détecter. Puis encore, les conséquences sont graphicisme. Cela mène à des faux diagnostics, à des traitements inappropriés, comme une chirurgie inutile, ou pire, l'absence de traitement pour une maladie réelle. Cela met directement la vie de votre patiente en danger. Puis c'est encore une fois une attaque directe contre la fiabilité de notre système de santé. Je vous amène autre part, c'est pas juste les professionnels de santé qui sont deepfakés, on a aussi les célébrités. OK? Elles sont aussi des cibles de choix. Pourquoi? Parce que elles ont une immense influence sur le public, comme vous le savez déjà. Le cas de Tom Hanks est un exemple parfait. Il a publiquement dénoncé des publicités qui utilisaient son visage et sa voix générée par IA pour vendre des produits dentaires.
sans son consentement. Et puis l'acteur a dit que même s'il venait à disparaître un jour, et puis on va tous disparaître, son image numérique pourrait être exploitée et continuer à performer sans fin et surtout sans son accord. Donc il peut même pas contrôler son image qui est en ligne. Et puis l'article le précise, l'influence des célébrités sur notre comportement de consommateur est énorme. Et quand les deepfakes d'une personnalité aimée ou bien respectée promeuvent de faux produits de santé, ça peut avoir un impact dévastateur. Les gens peuvent se fier à une figure qu'ils admirent et abandonner des vrais traitements pour des remèdes miracles dangereux. Et puis, encore une fois, on a un problème éthique, légal énorme du fait qu'on ne peut pas contrôler notre image en ligne et puis tout peut être recréé si facilement. Et puis, encore une fois, c'est Tom Hanks n'est pas le seul exemple. Là, il y a d'autres exemples, mais encore, je ne vais pas rentrer dans les détails pour, euh, pour respecter un peu mon temps. Euh, je vous amène ici à un article qui est sorti aussi à propos de le pourquoi, un peu pour comprendre pourquoi les patients sont un peu plus vulnérables. Et il faut comprendre un peu le contexte dans lequel ces deepfakes s'inscrivent en santé. En ce contexte, et malheureusement, celui d'une pénurie de médecins et d'un accès difficile aux soins, d'après cet article qui est sorti. Euh, Ça dit que 37% des Canadiens se tournent vers Internet pour des conseils médicaux, simplement parce qu'ils n'ont pas accès à un professionnel de santé. Et puis le problème, c'est que, encore une fois, d'après l'article, 23% d'entre eux subissent des complications après avoir suivi ces conseils trouvés en ligne. Et puis l'association médicale canadienne tire la sonnette d'alarme. Elle dit que la désinformation médicale en ligne est un risque accru, d'autant plus que nous ferons face à une pénurie estimée à 20 000 médecins d'ici 2020, 2031. Et puis dans ce vide laissé par le manque d'accès aux vrais professionnels que les deepfakes peuvent s'imposer et amplifier les différents dangers. Et puis, un aperçu très, très, très rapide pour vous donner un peu l'ampleur de la chose. Si on regarde les derniers résultats de Statista concernant les utilisateurs de réseaux sociaux, OK, géographiquement parlant, nous, on se trouve, quand on parle de l'Amérique du Nord, on se trouve à la cinquième position. Donc, il y a une utilisation énorme de réseaux sociaux par nous. Et puis, si on regarde quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés, on parle de en millions, on a Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, mais TikTok vient en cinquième rang, donc il est majeur. Et puis aussi, quand on parle de tranche d'âge, d'habitude, surtout en éducation, on parle à les jeunes, ils sont les plus sur les réseaux, mais en fait, si on regarde les chiffres, on a les 25-34 qui sont les plus nombreux par rapport à l'utilisation. Et puis, quand on regarde l'âge de 55 ans et plus, on voit un 4,1, 4,3%, mais 4,1, 4,3% d'une population, c'est énorme. Alors, c'est vraiment, alors imaginez tous vos patients de 55 ans et plus, il y a un pourcentage qui pourrait aussi être sur les réseaux et puis aussi exposé à cette désinformation alimentée par l'IA. Petit côté un peu positif, malgré les dangers, les deepfakes ne sont pas que mauvais. Et puis, moi, dans mon travail, il y a deux choses, OK? Je travaille vraiment je focus sur toute l'utilisation éthique, critique, responsable de l'IA pour le développement des compétences, et puis vraiment comme la formation, ainsi de suite. Et puis, de l'autre côté, je focus sur toute la question de la désinformation alimentée par l'IA. Alors, je suis allée voir, OK, mais comment les deepfakes sont utilisés positivement, d'une certaine façon, qui est plus bienveillante en santé. Euh, donc, il y a des utilisations, mais avec un énorme mais. Donc, comment on peut les utiliser, d'après encore une fois la recherche, pour aider au diagnostic de maladies comme le cancer, soutenir des patientes et patients, par exemple pour le deuil, en interagissant avec des images de proches décédés, former des futurs professionnels de santé avec des simulations hyper réalistes. Mais il faut faire attention parce que ces usages promoteurs viennent avec des risques éthiques et psychologiques majeurs. Donc, le risque de confondre le réel et le virtuel, ce qui peut compliquer le deuil ou la guérison, créer un attachement malsain à une image qui n'est pas réelle, et bien sûr, toute la question de vie privée, droit à l'image des personnes utilisées, etc. Donc, oui, il y a des utilisations bienveillantes, mais aussi qui viennent avec des risques. Parlons un peu de solutions. La chose cruciale à retenir, c'est qu'il n'y a
pas, malheureusement, des solutions miracles à 100%. C'est un problème, comme vous pouvez l'imaginer, très complexe. Nous devons donc adopter une approche multiple pour gérer ces risques et mieux nous protéger, car à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas les faire disparaître complètement, même pas en petite partie. Je vais vous donner quelques exemples de pistes de travail, mais il y a énormément de recherches et puis d'efforts en cours sur différents fronts pour relever ce défi. Un premier exemple, euh, c'est à travers ce qu'on appelle vraiment comme l'approche de C2PA ou la coalition pour la provenance de l'authenticité du contenu. Et puis leur principe est simple, mais il est puissant. Il s'agit de créer un mécanisme qui permet aux créateurs et aux plateformes d'ajouter des informations vérifiables à un contenu, qu'il s'agisse d'une photo, d'une vidéo, d'un audio, donc, dès sa création et puis à chaque modification. Et puis, l'objectif de cette approche, c'est vraiment de donner à chacun d'entre nous, en tant qu'utilisateur et consommateur de contenu, les informations nécessaires pour juger de la fiabilité de l'information. Donc, imaginez un label numérique qui va vous dire, OK, cette vidéo a été créée par X, modifiée par Y, et puis voici comment, quand et comment ça a été fait. Donc, cela va nous permettre de savoir si un contenu a été généré par une IA ou s'il a été manipulé et de quelle manière. Mais il faut dire que les, comment dirais-je, les compagnies d'IA et puis qu'ils adaptent et puis qu'ils adoptent vraiment cette approche-là. Euh, Au-delà de la traçabilité, il y a la détection technologique. Encore, elle progresse. Et puis, un des exemples frappants, c'est Fake Catcher. Donc, je ne suis pas experte en santé. Je vous ramène ce que j'ai trouvé comme des solutions. Et puis pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un peu comme en lien avec des choses qui sont plutôt physiques. Ce que ce logiciel dit, OK, il est développé par Intel. Et puis, il dit qu'il repère les deepfakes en détectant quelque chose d'invisible à l'œil nu. Le flux sanguin sous la peau du visage. Donc, quand le cœur pompe, apparemment, nos veines changent de couleur de manière infime. Et puis, un ordinateur, lui, le voit grâce à la photoplétismographie. Donc, c'est un long mot, mais c'est la technique qu'il mentionne. Et puis, l'énorme avantage, ces signaux sont quasi impossibles à imiter par l'IA qui crée des deepfakes. Donc, ce qui rend Fake Catcher si fiable pour démasquer le faux. Je ne l'ai pas testé, mais il y a plusieurs sources fiables qui le mentionnent. C'est pour cela que je vous l'amène. Un autre acteur majeur dans la détection est Reality Defender. Cette plateforme se concentre sur la sécurisation des communications contre les usurpations d'identité par deepfake en temps réel et à grande échelle. Donc, qu'est-ce qu'ils utilisent? Eux, ils utilisent une combinaison de modèles et de centaines de techniques simultanées pour analyser tout type de contenu multimédia. Leur idée, c'est vraiment de pouvoir détecter rapidement, automatiquement, quand une IA est utilisée pour usurper une identité. Est-ce que c'est fiable? L'entreprise la conçoit pour être robuste grâce à cette approche multimodale très complète. Elle est d'ailleurs utilisée par des secteurs exigeants comme finance, gouvernement. Mais il faut comprendre que dans ce domaine, la fiabilité est un défi permanent. C'est une course constante entre ceux qui créent les deepfakes et ceux qui les détectent. Vous vous rappelez là qu'on a parlé de vraiment comme on est dans une course. Alors, il faut toujours garder ça en tête. Et puis, un troisième exemple, c'est Resemble AI. C'est une entreprise qui est bien connue aussi pour sa capacité à générer des voix humaines ultra réalistes par l'IA. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'ils travaillent aussi activement sur la détection des deepfakes et puis leur plateforme permet d'identifier l'audio, mais aussi de plus en plus la vidéo, les images en temps réel. Et en plus de la détection, le Zambel AI, il mise sur la prévention. Donc, ce qu'ils ont fait aussi, ils ont intégré un marquage numérique invisible, comme le label qu'on a parlé tantôt, mais ça, c'est comme du watermarking, dans les contenus qu'ils génèrent. Donc, si cette fois une image est ensuite utilisée dans un deepfake, ce filigrane peut aider à vraiment retracer l'origine. Et puis, ils mettent aussi un fort accent sur l'éthique pour prévenir l'abus de leur propre technologie. Et puis finalement, le dernier exemple que je vais vous partager, c'est
ID ou ID de Google. Et puis, c'est un filigrane numérique invisible que Google intègre directement dans tout le contenu généré par son IA, qu'il s'agisse d'images, de sons, de vidéos. Et puis, son but est simple aussi, de permettre d'identifier clairement que ce contenu vient d'une IA, même s'il a été modifié. Donc, et puis, il a aussi le détecteur qui peut vérifier la présence de ce filigrane. On va parler aussi des rôles un peu des réseaux sociaux, parce que c'est là où tout se partage. Et puis, c'est vraiment le point clé de la propagation des deepfakes. Le problème est que ces vidéos, OK, même si elles sont totalement fausses, elles se propagent extrêmement vite et massivement sur des plateformes comme TikTok ou X, qui est l'ancien Twitter. Et puis, j'ai écouté hier une présentation super intéressante sur la deepfake et puis qui disait que dans le temps, pour pouvoir faire une désinformation, c'était vraiment comme ça prenait un accès à de la radio, la télé, pour avoir vraiment comme une dissémination grand public. Mais là, c'est n'importe qui d'entre nous qui peut partager quelque chose et puis ça devient viral rapidement. Puis on l'a vu avec des deepfakes de politiciens canadiens ou encore le cas très médiatisé de Taylor Swift, dont les images pornographiques générées par l'IA ont inondé X. Et le défi majeur, c'est que même si les plateformes, OK, finissent par agir et retirer ces contenus, celui de Taylor Swift, ça a pris 24 heures, ce qu'elles font, OK, quand elles le trouvent, elles retirent les vidéos. La vidéo a souvent déjà été vue des millions de fois que le mal est déjà fait. Pire encore, les personnes qui ont vu le deepfake initial ne sauront pas forcément plus tard qu'il a été retiré parce qu'il était faux. Donc la désinformation, la confusion, l'impact psychologique perdure même une fois le contenu supprimé. C'est pour cela la vitesse de détection et la transparence des plateformes sont vraiment comme hyper vitales. Et puis quand on parle de toutes ces solutions, il faut parler des approches vraiment comme légales. Et puis ici aussi, on a des défis législatifs. Pour l'encadrement, vraiment comme quand on parle d'encadrer légalement l'intelligence artificielle, comme vous le savez bien sûr, c'est un casse-tête pour plusieurs raisons. Il y a la difficulté de, de, de définir c'est quoi l'IA, ses applications, le domaine évolue si vite que les définitions deviennent vite obsolètes. Et puis, il faut trouver l'équilibre délicat avec la liberté d'expression. On va surgir ça souvent. Aussi, il y a la dualité constante. Donc, comment encourager l'innovation, les avancées de l'IA sans pour autant négliger la gestion des risques qu'elle pose. Et puis aussi, que dans la, j'ai travaillé un peu pour, comment dirais-je, pour aller faire une recension de qu'est-ce qui existe du côté législatif. Et puis, et puis c'est un rapport qui est publié sur le site de l'OVIA. On a remarqué que tout ce qui se... Il y a des solutions ou bien comment dirais-je, des décisions qui se font, mais elles sont plus à l'échelle locale, régionale, qu'au niveau national. Ça prend du temps pour que ça devienne vraiment comme national et international, ce qui crée vraiment un patchwork de régulation. Donc, on est loin encore pour arriver à une solution légale. Et puis, on est toujours dans le réactif et non pas du préventif. Au-delà des défis légaux, il y a aussi un véritable défi technologique. Et puis j'en ai parlé tantôt, une sorte de course à l'armement. Je répète, il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'accéder à des outils puissants pour créer des deepfakes que d'avoir accès à des outils de détection qui soient réellement efficaces. Les technologies de création deviennent de plus en plus accessibles, parfois même gratuites. À l'inverse, les solutions de détection les plus avancées, comme FakeCatcher d'Intel ou les outils de Microsoft, de Google, ainsi de suite, sont souvent réservées aux grandes entreprises ou intégrées dans leurs propres services. Donc, elles nécessitent des ressources et des équipements spécifiques que le grand public, malheureusement, n'a pas. Et puis, ça, c'est une tendance très préoccupante parce qu'on voit que l'investissement et les efforts sont beaucoup plus concentrés dans l'évolution de la technologie d'IA elle-même pour la rendre toujours plus performante que sur la détection et la lutte contre ces utilisations malveillantes, malgré toutes les approches vraiment et puis comment dirais-je, les initiatives. Puis il y a ce déséquilibre qui avantage malheureusement ceux qui veulent nuire.
Et puis, une petite citation de Harry Adger qui dit, vraiment, c'est le jeu du chat et de la souris. Et pour l'instant, comme je vous le dis, la quantité de ressources investies, elle est beaucoup plus énorme que vraiment de la prévention. Face à ces défis, donc on a parlé, techno, c'est difficile, ok? On n'arrive pas encore vraiment à fighter la désinformation avec la techno. Avec le légal, c'est du réactif. D'autres interventions encore, on est loin. La techno, elle avance d'une façon hyper rapide et puis les personnes malveillantes utilisent toutes sortes de, comment dirais-je, de facteurs et puis d'outils pour tromper, puis vraiment comme créer ce, ce, ce risque-là, et puis vraiment comme nous mettre dans ce trouble. Donc, face à ceci, moi, je vous ramène l'humain, OK? Parce qu'on n'a pas le choix que de se protéger et puis de protéger les personnes qui nous entourent. Donc, face à ces défis, OK, il est essentiel que l'humain soit au cœur de la solution. En cybersécurité, on dit souvent que l'humain est le maillon le plus faible de la chaîne. Dans une présentation récente, mon collègue Didier Paclin a dit, en fait, aujourd'hui, on doit avoir l'humain qui doit être le maillon le plus fort dans cette chaîne-là. Et puis, pour que l'humain passe du maillon faible au maillon fort, il faut le former, développer ses compétences. Et puis, cela passe par l'éducation, la sensibilisation, l'apprentissage de nouvelles et puis l'apprentissage de nouvelles réflexes face à ces contenus manipulés. Et puis ça fait partie de la recherche que je mène. Mon travail vise à explorer comment développer la cyber-résilience citoyenne face aux deepfakes. Et puis notre approche, un peu différente des présentations de sensibilisation, nous, on amène les personnes à expérimenter les outils pour vraiment comprendre l'accessibilité puis la facilité de la création. Et puis, ce qui ressort, c'est vraiment comme un électrochoc éthique qui sort des ateliers qu'on fait. Donc, là, je continue et puis je me projette en vous et puis je fais comme un petit appel, là. Tout comme je me considère responsable de contribuer à la cyber-résilience citoyenne, je crois fortement que toute personne professionnelle de la santé d'aujourd'hui doit aussi endosser cette responsabilité. Elle doit devenir une véritable sentinelle, toujours à l'affût des fausses informations. Une éducatrice capable d'enseigner à ses patients comment naviguer dans ce monde numérique complexe. Une médiatrice et puis aussi une protectrice. Donc, vraiment, le rôle des professionnels de la santé évolue et c'est une mission vitale pour l'avenir de la santé de notre société. Traditionnellement, on parlait de santé physique. Après, on a su que la santé mentale est primordiale. Aujourd'hui, je vous dis, la santé numérique, elle est encore comme le troisième, si vous voulez, pilier de la santé au 21e siècle. Euh, oui, la santé numérique est désormais, d'après moi, un enjeu clinique à part entière. Aujourd'hui, en tant que professionnel de la santé, je crois que vous ne pouvez plus vous limiter à prendre soin de la santé physique, mentale de vos patientes et puis patients. Vous devez aussi veiller à leur santé numérique, c'est-à-dire les aider à évoluer dans un monde d'informations médicales parfois falsifiées, manipulées ou dangereusement trompeuses. C'est une responsabilité nouvelle, mais essentielle. Je ne sais pas si c'est nouvelle, peut-être que vous avez déjà commencé à aborder ceci avec vos patients, patientes, mais vraiment pour assurer la sécurité, le bien-être, la confiance de vos patients à cette ère du numérique. Et puis, pour évoluer sainement dans la santé numérique, une compétence essentielle que décrit Olivier Ledeuf, c'est la littératie numérique de santé, la capacité à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information de santé dans les environnements numériques. Et puis, elle repose sur l'intégration de trois compétences, compétences en santé, informationnelle et compétences numériques. Puis, je finis avec je reviens en fait vers le référentiel de compétences à l'intelligence artificielle en santé de l'école de l'IA de chez vous, que je crois que vous connaissez hyper bien. Et puis ce référentiel met en lumière des compétences essentielles pour vous, professionnels de la santé, mais on y trouve notamment l'intelligence sociale, essentielle pour l'empathie et l'observation. Et puis aussi la posture de croissance. On voit des éléments comme la vigilance IA, comme la capacité à différencier le vrai et le faux, à adapter une attitude critique vis-à-vis de l'information. Donc, ma conviction est que ces compétences qui sont hyper bien décrites dans ce référentiel de compétences, cette vigilance critique face à l'IA et cette intelligence sociale ne doivent pas rester juste les compétences des professionnels, mais elles doivent absolument être développées par l'ensemble de la population et puis par les patients et puis patientes eux-mêmes et puis elles-mêmes. Et puis c'est en équipant toute la population de ces outils que nous pourrons
construire une cyber-résilience collective, solide, face aux défis de l'IA et des deepfakes et assurer un avenir plus sûr et plus sain pour la santé numérique de toutes et de tous. Et j'arrête mon partage. Merci pour Mille votre merci. Merci à toi, Nadia. C'était une présentation vraiment enrichissante. On a une première question dans le chat LinkedIn. Peut-on également faire une détection de faux articles scientifiques par IA? 10 à 15% des publications médicales sont faites par des paper mills utilisant une IA pour générer des fausses publications. C'est une question de Pierre Guéret. Est-ce fait, que tu si as... on, ouais, j'ai, j'ai pas des exemples et puis mais je peux vous dire à partir de mes connaissances, quand on va mettre, si on veut intégrer comment dirais-je, l'article dans un système d'IA de détection, le système doit avoir les bonnes informations. Et puis on sait que ce soit ChatGPT ou toutes les autres plateformes sont alimentées de plein. C'est pour cela que parfois elle hallucine et puis parfois on a de la désinformation même qui est générée. C'est pour ça on sait que ce qui sort de ChatGPT et puis les autres plateformes, on doit vraiment comme toujours les vérifier. Donc si on n'est pas dans un environnement où ça a été vraiment alimenté par l'information qui est correcte, qui est vraie, l'IA ne va pas pouvoir détecter. Donc, c'est vraiment comment on entraîne l'IA. Donc, si on est, par exemple, dans un système qui est fermé, où puis on parle beaucoup des RAG, par exemple, où on alimente l'IA avec des ressources qui sont fiables, et puis on peut venir avec un article peut-être, et puis on leur demande à partir de comme des connaissances de la base de données pour vérifier, là, elle pourrait peut-être répondre et puis détecter la fausseté. Mais si on va dans le général où c'est alimenté de tout et de partout, euh, il y a un petit doute que j'ai là. Ok, donc ça va vraiment être toujours notre sens critique, mais au-delà de ça, si on utilise une IA fermée, on va avoir plus de chances de pouvoir l'alimenter et de Ouais, parce s'assurer que qu'on ce soit parce qu'on donc lui du... donne vraiment les bonnes informations. C'est comment on l'entraîne avec Ouais. les données qu'on utilise. Ouais. Et j'ai une deuxième question. N'est-il pas possible de demander à l'IA en question de supprimer les filigranes ou les unicodes, ce qui rendrait le contrôle encore plus complexe? Est-ce qu'on peut demander à l'IA de supprimer? Écoutez, moi, encore une fois, d'après mes lectures et puis ma recherche, je sais que il y a beaucoup de guardrails qui sont mis en place pour vraiment comme assurer que, par exemple, un filigrane, il est bien intégré, ainsi de suite. Mais aussi, je sais que le plus, comme, et puis c'est super intéressant parce qu'en cybersécurité, il n'y a pas de 100%. C'est comme, alors, je sais qu'on met une technologie, encore une fois, je vous dis, là, ça fait depuis 2019-2020 que je travaille dessus, et puis à chaque fois qu'il y a une détection, il y a des moyens pour détourner. Donc aujourd'hui, on fait la promotion des filigranes, mais est-ce que les fraudeurs, les personnes malveillantes qui encore ont des compétences, ok, c'est pas comme moi et puis vous, monsieur et madame, tout le monde qui vont juste utiliser des logiciels super comme accessibles, il y a vraiment comme un peu plus avancé. Est-ce qu'elles vont détourner tout ceci, enlever? Oui, c'est pour cela on est toujours en risque et puis c'est pour cela qu'on en parle et puis on essaie de trouver des solutions et puis peut-être être un peu plus proactive et puis à la place de toujours être en réaction à ce que les personnes malveillantes font ou pourront faire, mais vraiment comme se projeter dans le futur et puis imaginer des scénarios et puis essayer de trouver des moyens pour les arrêter, en fait. Merci beaucoup. J'ai une troisième question. Nadia, selon vous, quels publics sont aujourd'hui les plus vulnérables face aux deepfakes en santé et comment est-ce qu'on peut mieux les outiller? Qui est le plus vulnérable? Ça- je veux pas être négatif, OK? J'essaie de garder vraiment comme... Je vous ai dit que ça fait depuis 2019-2020 que je travaille dessus. Je suis tombée dans le piège très récemment. Et puis c'est grâce au MIAM que j'ai réalisé que le défi qui est passé, OK, que je suivais en fait, était faux. Donc, qui est vulnérable? D'après d'après les différentes recherches, on a les personnes plus âgées, bien sûr, parce qu'elles sont moins peut-être outillées ou bien. Donc, on a ce groupe qui est vulnérable, qu'il faut vraiment comme faire attention à assurer qu'elles sont équipées.
Quand on parle des jeunes, on, et puis moi, j'ai travaillé avec les jeunes. Et puis comment dirais-je, on a comme une perception des jeunes qui vont être les plus vulnérables, mais en fait, c'est pas vrai. Parce que d'après ma recherche, ils sont très actifs. Ils sont vraiment comme, il y a beaucoup d'agentivité dans ces jeunes-là. Et puis, ils sont conscients de ce qui se passe. Vous avez vu, tu sais, comme, encore, j'arrive pas à répondre parce que la question a été hyper difficile. Mais dans un des articles que je vous ai partagé, vous avez dit les personnes qui sont le plus confiantes dans leur capacité à détecter, c'est elles qui tombent le plus dans le piège. Parce que, et c'est vraiment, c'est fou parce que c'est ça, il faut jamais laisser tomber notre garde, je crois. Puis comment on peut protéger ces personnes? Euh, on peut tomber dans le piège. C'est important qu'on réalise que ça existe. Et puis, dans mes recherches, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment passer à l'action. OK? Ce que je suis en train de faire dans mes recherches, c'est, euh, on fait des ateliers de deepfake avec les différents groupes. Je travaillais avec les groupes de 18-24. Là, je suis en train de travailler avec les personnes de 65 ans et plus. Et puis, ce sont des ateliers super intéressants parce que les personnes viennent avec, oui, une compréhension de la désinformation, ainsi de suite, mais quand elle commence à manipuler les logiciels, il y a comme une réalisation énorme, comme, oh my God, oui, c'est énorme. Et puis c'est hyper facile. Et puis quand on commence dans les ateliers, je leur demande de faire un deepfake, puis de réfléchir vraiment à comment dirais-je, toute l'approche et puis toute la manipulation qui pourrait être mise en place pour vraiment comme truquer quelqu'un vraiment comme. Alors, il y a toute cette réflexion dans les stratégies qui rend les personnes plus, comment dirais-je, conscientes de quelles seraient les stratégies possibles pour la manipuler, elle. Donc, il y a cette réalisation qui est importante. Et puis, on passe après l'atelier vers vraiment comme réfléchir à des stratégies concrètes que chacun d'entre nous, OK, peu importe nos compétences et puis nos accès, on va pouvoir nous protéger. Donc, je crois que ça, c'est notre élément majeur aujourd'hui, c'est de sensibiliser, mais de sensibiliser, pas juste en parler. Il faut vraiment comme faire éveiller vraiment comme montrer l'urgence de ce qui est en train de se faire avec des exemples réels, de vraiment comme rapprocher les exemples aux personnes pour qu'elles puissent voir que c'est pas quelque chose qui se fasse dans le lointain. Il se passe ici et puis à portée de notre téléphone. Oui. Donc c'est l'expérimenter en fait pour vraiment en avoir conscience et savoir on est vulnérable par rapport à ça. Ouais. Encore une question, c'est un sujet qui, euh, qui intéresse. Nadia, quelle est ton opinion de créer du côté gouvernemental une police numérique pour la prévention et contrôle des délits virtuels et détection des IP des suspects, surtout dans le cas de la santé et sujet important pour l'être humain? C'est encore une super. Et puis je prends une pause parce que j'ai présenté les deepfakes j'étais invitée par l'Assemblée nationale, et puis j'ai présenté autour des deepfakes aux différents députés de Québec et puis de l'Ontario aussi. Euh, et puis oui, c'est comme tout différent règlement. Il faut que le gouvernement avance avec des règles, mais encore une fois, oui, il peut avoir des approches législatives, il peut avoir différentes initiatives de toutes sortes, mais ça prend des attaques systémiques. Donc vraiment comme ça prend le gouvernement, ça prend toutes les plateformes, ça prend tout ce qui est légal, ça prend l'éducation, ça prend le mode de santé. Ça prend que nous tous et nous toutes on se met ensemble pour pouvoir vraiment contrer cette désinformation-là. Parce que il n'y a pas une responsabilité qui va tomber juste sur une entité. Encore une fois, parce que les personnes malveillantes, elles trouvent des façons pour détourner la technologie, pour détourner tout ce qui est légal, pour détourner tout. Et puis, c'est hyper difficile de détecter les deepfakes. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis vraiment comme, moi, je prends l'angle d'éducation, mais il y a tous les différents angles qui doivent être vraiment comme en place, et puis d'une façon très urgente, euh, et puis surtout en santé. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Nadia, pour cette présentation éclairante. Merci aussi à vous pour vos questions nombreuses et votre présence aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, les deepfakes ou hyper-trucages ne sont pas une fiction.
Il soulève de vrais risques pour les professionnels de la santé, tout comme pour les patientes et les patients. Et face à cela, il ne s'agit pas seulement de se méfier, mais bien de développer une nouvelle forme de vigilance. Comme pour la conduite d'un véhicule autonome, on ne peut pas se fier uniquement à la machine. Il faut garder les mains proches du volant, rester alerte, se former et savoir reprendre le contrôle en cas d'incertitude. C'est là qu'intervient donc cette compétence essentielle du référentiel de l'IAS, la vigilance IA. Elle consiste à, premièrement, surveiller les effets des systèmes d'IA dans le temps, ensuite à repérer les impacts non anticipés et finalement à intervenir rapidement dès qu'un doute surgit. C'est une compétence collective, mais aussi personnelle, à chacun et chacune de développer une attention critique et éthique face aux usages de l'IA. Alors continuons à innover en faisant preuve de curiosité, de responsabilité et de vigilance. Merci encore à Nadia, à l'équipe en coulisses et à vous tous et toutes pour votre présence. On se voit en septembre pour le prochain Miam. N'hésitez pas à scanner le QR code si vous voulez nous laisser vos avis sur ce Miam pour nous permettre de nous améliorer et ce sera un plaisir de vous revoir bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup.